Ok, bonjour, j'ai la voix un peu éraillée, je vous prie de m'excuser. Euh, donc moi je vais vous parler des essais de labo sur échantillons qui ont permis d'avancer un peu dans notre travail SolCyp. Alors, je vous parlerai un peu des argiles, des sables. Je me demande si j'ai pas loupé. Voilà, des argiles, des sables et de l'approche par interface sol-structure. Après quoi, je conclurai. Alors, sur les argiles, on est parti d'essais triaxiocycliques consolidés drainés, non drainés, pardon. Sur les sables, également d'essais triaxiocycliques consolidés non drainés et également d'essais DSS, Direct Simple Share, à volume constant. Sur les interfaces sol-structure, il s'agit d'essais de cisaillement direct à rigidité normale imposée, constant normal stiffness, sol-structure et cyclique aussi. Donc, si on veut essayer d'apporter des informations sur le comportement des pieux sous sollicitation cyclique, je ne parlerai que de pieux sous chargement axial, il faut essayer de trouver un modèle qui montre la dégradation cyclique. Il faut donner aussi la signification de cette dégradation. Comme on vous l'a dit, beaucoup de gens ont parlé de dégradation de l'angle de frottement pendant des années, pas vraiment avec succès. Et puis, si on parle de sollicitation cyclique, il faut voir comment évolue la sécurité avec la sollicitation. Donc, pour ça, on va se poser la question, quels essais de sol, avec quelles conditions limites, comment allons-nous mesurer l'accumulation responsable de la dégradation et comment ensuite on pourra prendre tout ça en compte. Alors la définition des essais à réaliser implique que l'on fait une hypothèse sur le mécanisme de fonctionnement des parties de l'ouvrage. Hein, c'est toujours comme ça que ça se passe, quitte à vérifier cette hypothèse à la fin du travail. Donc le long d'un pieu, on imagine qu'il y a du cisaillement simple ou direct. Sous le pieu, sous la pointe, on va dire qu'on a des conditions triaxiales par exemple. Alors, le long d'un pieu, cisaillement simple, mais s'agissant d'un pieu sous sollicitation axiale, eh bien, on sait que le cisaillement local autour du pieu va décroître simplement à cause de la géométrie en fonction de la distance à l'axe du pieu. Donc, il y a on peut faire une hypothèse de cisaillement non seulement simple, mais également localisé à cet endroit-là. Donc, en première approximation, on va dire qu'on va utiliser les essais de réaction non drainés, comme je vous l'ai dit, les essais de cisaillement simple à volume constant le long du pieu, enfin pour représenter ce qui se passe le long du pieu, et les essais de cisaillement direct sol-structure à rigidité normale imposée, c'est une autre approche le long du pieu. Alors les argiles, donc c'est le travail de Christophe Dano et d'un thésard au moins. C'est l'argile de Merville, qui est une argile assez délicate. C'est les argiles très surconsolidées, comme Londres, les Flandres, un peu moins surconsolidées que Londres et les Flandres, mais quand même très surconsolidées, et donc pour cette raison-là, très fissurées. Alors, vous avez les valeurs des paramètres physiques classiques, là, ainsi que de l'angle de frottement, c'est pas de pic, oui, de pic, mais c'est de pic reconstitué. Hein.
Voilà, c'est des valeurs assez classiques. Le travail qui a été fait, donc il a été fait à Nantes. Hein. Christophe Dano est à Grenoble maintenant, mais il l'a fait à Nantes, ça. Voilà le dispositif triaxial cyclique qui a servi aux essais. Donc la distribution aléatoire des fissures dans les échantillons prélevés a donné lieu à des réponses très variables. Donc il a été décidé de réaliser des essais triaxiocycliques non drainés, symétriques, sur de l'argile reconstituée à très grand nombre de cycles, une fréquence de 1 Hz, qui est peut-être un peu faible, et une reconsolidation préalable à 400 kPa, ce qui en fait une argile surconsolidée d'OCR égale 4. Alors voilà le type de résultat qu'on obtient. Si on désigne par RC le rapport entre la demi-amplitude cyclique et la valeur du déviateur maximum à la contrainte considérée, à la contrainte P' considérée, pardon, voyez que tant qu'on sollicite avec des petits cycles, 0,11, 0,22, 0,44, on a des déformations extrêmement faibles, hein, moins de 1%. À partir de 0,45, 0,48 et 0,52, eh bien là, on a des déformations qui augmentent pratiquement exponentiellement. Alors, ce phénomène, on l'observe aussi sur l'argile de Londres et sur l'argile des Flandres, peut-être un peu plus accusé. Alors, donc, on va en retenir que pour l'argile de Merville, le seuil de grande déformation cyclique sur échantillon triaxial cyclique non drainé se situe vers un rapport cyclique de 0,45 et que ce matériau manifeste un comportement pratiquement rigide plastique. Et si vous avez le souvenir de la figure que vous a montrée Alain Puech tout à l'heure, c'est également ce qui a été constaté sur les pieux de Merville. Hein. Tant qu'on fait des petits cycles, on a très peu de déformation sur les pieux en tête, mais dès qu'on passe à des cycles relativement plus importants, alors ça explose. Alors sur le sable de Fontainebleau, c'est les travaux de Canoux, Duplat avec plusieurs thèses. Bon, vous avez les paramètres classiques du sable de Fontainebleau. C'est un sable de D50 égal à 0,2... non, ça ne va pas être 0,2 mm, ça. Si, oui, 0,2 mm, oui. Des grains arrondis, une granulo bon, relativement étroite. Hein. Voilà le dispositif expérimental mis en œuvre à l'Institut Navier, cisaillement triaxial cyclique non drainé sur échantillon de 70 mm. Et voilà le type de résultat obtenu. Donc c'est ce qu'on appelle les courbes de résistance cyclique sur chemin triaxial non drainé. En abscisse, on a le nombre de cycles à la rupture. C'est une rupture conventionnelle pour une déformation de 5%. Et en ordonnée, on a le taux de cisaillement cyclique. Donc c'est une valeur relative. Hein. Donc on a des courbes de forme un peu hyperbolique. Les valeurs qui sont près des essais, c'est les coordonnées dans ce diagramme, c'est-à-dire le nombre de cycles et le taux de cisaillement. Et vous voyez qu'on a deux courbes différentes pour Fontainebleau, pour un indice de densité faible, relativement faible, 0,44, et un indice plus élevé, 0,65. Alors, on a reporté sur ce même diagramme la courbe équivalente du sable de Loon Plage en brun,
alors, Lune-Plage est en principe à une densité relative de 0,80, ce qui en fait une densité assez forte, mais il y a un tout petit peu de fragments coquillés dans Lune-Plage, alors que Fontainebleau, c'est un sable purement siliceux, purement quartzique. Voilà. Maintenant, ce qui a été fait en cisaillement simple, sur le sable de Fontainebleau, à volume constant, c'est les travaux de Dano avec plusieurs thèses. Donc le dispositif expérimental est en photo ici, et voilà le schéma à droite. C'est des échantillons cylindriques de diamètre 70 mm, de hauteur 25 mm, et le sable est maintenu par des anneaux d'épaisseur 1 mm revêtus de téflon qui peuvent glisser les uns sur les autres de manière à réaliser autant que possible un chemin de cisaillement simple. Alors vous savez que tous les essais de labo ont des imperfections, bien sûr. Ici, il y a sûrement des effets de bord, mais enfin, dans une grande partie de l'échantillon, on a un cisaillement simple. Bien, voilà les résultats obtenus. Le résultat obtenu principal, c'est une chute de la contrainte normale. Donc la contrainte normale, c'est celle qui s'exerce ici, sur l'échantillon. Donc une chute de cette contrainte normale au cours des cycles, et une chute d'autant plus importante que l'essai est à un taux cyclique élevé. Vous voyez, C18, c'est un taux cyclique très faible, et on a une annulation de la contrainte normale vers 360 cycles, et par contre, le C25, avec un taux de cisaillement de 0,167, on a une rupture à... On a une rupture très rapide. Alors, bon, d'après ce qu'on a pu voir, alors pardon, je ne vous ai pas parlé des conditions initiales. Donc la contrainte normale initiale, c'est 416 kPa, et l'indice de densité, c'était 0,65. Donc là, on a pu constater que la chute de contrainte normale, c'est-à-dire la dégradation de contrainte normale, était extrêmement rapide. Alors, le troisième outil, c'est le cisaillement direct sol-structure à rigidité normale imposée, donc CNS, Constant Normal Stiffness. C'est mes travaux et ceux de Prahaï et Pittos. Donc, dans ce dispositif expérimental, dont vous avez le schéma à gauche et la photo à droite, on mesure les contraintes normales et de cisaillement, ainsi que les déplacements relatifs, normales et tangentiels, entre une plaque rugueuse, qui est ici, et l'échantillon de sol, c'est du sable de Fontainebleau. Et la contrainte normale, ainsi que le déplacement relatif normal, sont asservis pendant l'essai par un logiciel d'acquisition asservissement. Alors, cette machine, c'est une machine de cisaillement. Simplement, on a remplacé le poids mort qui est au bout du levier ici par un moteur à double sens qui interagit selon les ordres qu'on lui donne. Donc, ce n'est pas une machine très compliquée. C'est des essais assez simples. Par contre, pour des essais cycliques, c'est des essais extrêmement longs. La semaine. Alors voilà les types de conditions limites qui sont réalisables avec cette machine. On a les valeurs de contrainte normale et de déplacement relatif normal ainsi que leurs valeurs initiales, et on impose tout simplement une consigne d'asservissement, variation de contrainte normale égale Kn, un coefficient qu'on va interpréter, que multiplie la variation du déplacement relatif normal. Donc le déplacement relatif normal, c'est le déplacement relatif entre le haut de l'interface et le bas de l'interface. Alors l'interface, c'est quelque chose
c'est une zone très fine. Hein. Typiquement, on dit 10 à 12 grains moyens en épaisseur. Et les travaux qui ont été faits par Prahaï permettent d'accéder relativement précisément à l'interface elle-même, au lieu d'accéder à tout l'échantillon qui est dans la boîte de cisaillement. Alors, les Kn, ben, c'est ce qu'on appelle la rigidité normale externe que l'on impose à l'interface. Ce sont des kilopascals par millimètre. Hein. Dans 3 cas possibles, CNL, c'est-à-dire Kn égale 0, ben on a l'essai de cisaillement direct classique. VC, Kn très élevé, ben on a un essai de cisaillement à volume constant. Et une valeur positive de Kn, eh bien, on a un essai de cisaillement à rigidité normale imposée, Kn. Donc, dans la banque de données qui a été établie, nous avons 5 paramètres, l'indice de densité, la contrainte normale initiale, le cisaillement moyen initial, l'amplitude de contrainte de cisaillement, et puis la rigidité normale. Donc la valeur du cisaillement moyen, ben, c'est les indices TOCM, ça veut dire cyclique moyen, hein, au cours des cycles. Donc vous avez la définition de l'angle de frottement cyclique moyen et de l'amplitude, ici, de cisaillement cyclique moyenne. Alors, dans le plan tau sigma n, qui est un bon référent, hein, nous avons représenté à gauche un essai de cisaillement à contrainte normale constante pour une amplitude fixe de cisaillement. Eh ben, l'essai, c'est tout simplement cette verticale-là. Par contre, si on fait un essai CNS, en commençant en ce point-là à droite, eh bien, on va avoir une évolution des cycles en direction de l'origine. Et vous avez sur ces graphiques tous les angles bien connus pour les interfaces, hein, le pic, la valeur critique et la valeur caractéristique. Donc, les essais ont été conduits jusqu'à 10 000 cycles, sauf si on avait une rupture anticipée, ce qui est arrivé, ce qui a donné lieu à une banque de données. Et vous avez ici les valeurs des paramètres qui ont été pris en compte. Donc, ça fait un grand nombre d'essais. Et je vous dis, les essais à 10 000 cycles, ça dure 1 semaine. C'est une fréquence assez basse. Alors, voilà un essai typique de cisaillement direct, sol-structure, cyclique, à rigidité normale imposée. Donc la contrainte normale initiale est de 310 kPa, qu'on peut voir ici, qu'on peut voir oui, ici, ainsi que là. L'amplitude cyclique, c'est 10 kPa, c'est des petits cycles. L'indice de densité, 30%, et la rigidité normale que l'on impose, c'est 1000 kPa par millimètre. Alors, on peut la voir, cette rigidité, sur ce diagramme-là, où on a le déplacement relatif normal en abscisse et la contrainte normale en ordonnée. Donc ça permet de vérifier que l'essai a bien fonctionné, hein, puisque la pente progressive des cycles, là, c'est toujours 1000 kPa par millimètre. Alors, dans le plan tau sigma n, bien sûr, les cycles se rapprochent des limites physiquement possibles. Vous avez en couleur les divers cycles de 1 à 50, de 100 à 110, etc., etc., vous voyez. Et pendant tous ces cycles, qu'est-ce qui se passe? On a d'abord une diminution rapide de contrainte normale et ensuite une diminution plus progressive jusqu'à la rupture, et de même pour le déplacement relatif normal. Alors, il faut noter que cette dégradation est relativement lente.
même avec, un sol assez lâche, un indice de densité de 30%, puisqu'on est arrivé à 2035 cycles à la rupture. Et ce qui est très important aussi, c'est que les essais CNS sont toujours contractants. Alors contractants parce qu'on fait des petits cycles, peut-être. Si on allait se promener très près des limites, on aurait sans doute un peu de dilatance, mais enfin, le caractère vraiment courant, c'est des essais contractants. Alors on peut attribuer ça à la raison suivante. Dans un essai à contrainte normale constante, il n'y a que la contrainte qui varie, la contrainte normale. Dans un essai à rigidité imposée, il y a la contrainte de cisaillement et la contrainte normale. Non, pardon, dans l'essai à contrainte normale constante, la contrainte normale ne varie pas, bien sûr. Dans l'essai à rigidité normale imposée, CNS, les deux contraintes varient. Et on sait bien que si on veut compacter un sol, il ne suffit pas d'appliquer une contrainte normale, il faut aussi appliquer du cisaillement. C'est bien connu, les barragistes le connaissent mieux que moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça pour aller vers les pieux chargés en chargement cyclique axial? Eh bien, on peut regarder d'abord les deux schémas qui sont là. À droite, il y a la boîte de cisaillement sol-structure dont on a parlé tout à l'heure, avec un essai à rigidité normale imposée, Kn, le rapport entre la variation de contrainte normale et la variation de déplacement relatif normal. Alors, si je me place le long d'un pieu, un pieu idéalisé, de longueur infinie, initialement, je vais avoir une certaine contrainte normale. J'ai pris un état K0, mais ça pourrait être un pieu foncé avec une contrainte normale initiale déterminée autrement. Alors, c'est un sol de module de cisaillement G, et au cours du chargement du pieu, on va avoir une variation de contrainte normale, du déplacement relatif normal, et on va avoir développement de contraintes de cisaillement locales. Alors l'interface, c'est une fine couche d'épaisseur T très inférieure au rayon initial du pieu. Eh bien, si on écrit l'équilibre horizontal de ce système, on voit que le sol impose au système sol-pieu, c'est-à-dire au pieu entouré de son interface, impose une rigidité normale qui est 2 fois le module de cisaillement, j'ai failli dire le module pressiométrique, le module de cisaillement divisé par le rayon du pieu. J'avais pris R0 ici. Alors, bon, on a exposé ça avec mon cher ami Forêt en 86 à Nantes. Mais quand on a fait ce parallélisme, si vous voulez, entre la situation dans la boîte de cisaillement et la situation le long du pieu, après, il faut se demander ce qu'on va mettre là-dedans comme module de cisaillement. Alors évidemment, ça ne peut pas être le module pressiométrique, parce que le module pressiométrique, il est mesuré avec des déformations assez élevées. Donc le module de cisaillement qu'il faut mettre là, c'est un module de cisaillement à déformation pressiométrique extrêmement faible, donc très élevé. Alors on a pu voir que ça pouvait être 5 à 10 fois le module pressiométrique. Voilà. Eh bien, tous ces résultats ont été amalgamés dans le module que nous appelons SolCIP-DEG, qui donne, alors c'est le travail de Georges Pittos, qui donne pour un nombre de cycles donné
en fonction de l'amplitude cyclique réduite qui donne la chute de contrainte normale. Vous voyez, en ordonnée, on a moins la chute de contrainte normale cyclique moyenne divisée par la contrainte normale effective initiale. Donc, c'est des quantités qui peuvent aller assez loin, mais qui nécessitent pas mal de cycles. Alors, dans ce cas-là, c'était un indice de densité 0,6, une contrainte normale initiale 200 kPa, c'est des cycles centrés et une rigidité normale imposée de 1000 kPa par millimètre. Donc, vous verrez dans l'exposé de Sébastien Burlon cet après-midi qu'on peut appliquer ça aux pieux sous effort axial cyclique, soit avec les méthodes de coefficient de raideur, donc les courbes TZC, dont il va vous parler, soit en éléments finis. Alors, en éléments finis, c'est des choses qui sont pas tout à fait finies, si je puis dire. C'est-à-dire que ça nécessite encore beaucoup de travail pour que ça soit utilisable par tout le monde. Ce n'est pas une utilisation classique des éléments finis. Alors, pour conclure, les essais triaxiaux non drainés de Merville sur l'argile reconstituée avec un OCR de 4 montrent, par les déplacements cycliques cumulés, un comportement rigide plastique que l'on retrouve bien sur les pieux de Merville aussi. Pour les sables, les essais triaxiaux non drainés sur Fontainebleau et Lune Plage indiquent une résistance cyclique conventionnelle, c'est-à-dire une déformation de 5%, fonction décroissante du déviateur cyclique. C'est un résultat classique, mais c'est toujours bien de le rappeler. Les essais DSS à volume constant exhibent une rapide dégradation de la contrainte normale effective au cours des cycles. Les essais de cisaillement direct sol-structure CNS à rigidité normale imposée montrent aussi une dégradation de la contrainte normale effective, mais plus lente que sur chemin DSS. Et alors, pour en revenir aux pieux, la dégradation du frottement latéral des pieux sous sollicitation axiale cyclique provient de la dégradation cyclique de la contrainte normale le long du fût et non pas de la dégradation de l'angle de frottement. L'approche SOLCIP qui recommande l'utilisation des CCNS pour caractériser cette dégradation est celle qui vous est proposée, et la banque de données existante sur le sable de Fontainebleau, complétée par le module SOLCIP DEG, constitue un guide d'évaluation de la dégradation pour d'autres sols, c'est-à-dire que si on a un autre sol, on peut peut-être faire un tout petit nombre d'essais et copier les tendances sur la banque de données qui existe et les résultats SOLCIP-DEG qui existent. Voilà. Donc pour conclure, finalement, merci à l'IREX pour nous avoir longuement et patiemment soutenus, à tous les collègues de l'ANR et du programme national SOLCIP pour leur vaillance avérée au cours de ces 8, voire 10 années, et merci aux participants de cette journée. Eh bien, ils jugeront dans l'avenir si nous leur apportons un vrai guide de travail pour les pieux sollicités cycliquement. Merci.